is Bonjour, about bienvenue aux journées fiscalité et développement de l'OCDE. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de la protection sociale à travers des réformes fiscales dans les pays en développement. Ce projet est géré par le département de la fiscalité du développement avec le soutien de l'Agence du développement et de la coopération suédoise. Nous réunissons ici des sujets sur les coûts de la protection sociale et des options de financement disponibles en se penchant sur les recettes fiscales générales, les contributions sociales et les contributions des travailleurs informels qui en ont les capacités financières. En d'autres mots, l'objectif de ce projet est d'aider au processus de réforme sur la protection sociale au niveau des pays et en contribuant à un dialogue politique national et en faisant des recommandations adaptées en matière politique. Ce projet a déjà commencé avec le Sénégal et va continuer dans 5 autres pays en développement. Cette présentation va commencer avec Antoine Tazal et Pablo Suarez Robles, tous deux économistes à l'OCDE. Ils présenteront le projet en détail et expliqueront également les méthodologies et outils utilisés. Dans la deuxième partie de la session, nous parlerons du défi en matière de financement auquel fait face le Sénégal aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui 2 représentants officiels, Madame Aminata Sow, directrice du Directorat général pour la protection sociale et la solidarité, et Monsieur Bati Moussa, conseiller technique au ministère des Finances. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence. Enfin, nous allons donner la parole à Anders Gardin pour des remarques de clôture. Anders est gestionnaire de programme à l'Agence suédoise de coopération internationale et un véritable passionné, comme vous allez le voir, des questions de protection sociale. Merci également à Anders pour sa présence aujourd'hui. Mais je vais commencer en donnant la parole à notre première intervenante, Antoine Casal, économiste fiscaliste au Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Antoine, vous avez la parole. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous, ou bonjour, ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. Pour cette dernière session sur le financement de la protection sociale à travers les réformes fiscales dans les pays en développement, nous allons peut-être commencer en ajoutant quelques mots sur la protection sociale. Alors, qu'est exactement la protection sociale? De quoi parlons-nous? On peut définir la protection sociale, et nous allons le faire, comme une série de politiques, programmes et mesures dont l'objectif est de protéger toutes les personnes de la pauvreté et la vulnérabilité, de l'âge de l'enfance jusqu'à un âge plus avancé. Les mesures de protection sociale peuvent être classifiées en différentes catégories. Les systèmes d'assurance sociale, là où cela dépend des contributions, l'assistance sociale et les programmes de soutien social universel ou ciblant des groupes spécifiques de personnes, et la protection sociale qui intègre également des politiques actives sur le marché du travail pour soutenir la participation au marché de l'emploi et la formalisation. Souvent, on considère que la protection sociale couvre 9 domaines principaux: les soins de santé, la maladie, le chômage, le vieillissement, les compensations en cas de blessure, les enfants et la famille, l'invalidité, la maternité. Alors pourquoi est-ce que la protection sociale est si importante? La réponse courte, c'est parce que la protection sociale offre une meilleure vie à chacun, et notamment les plus pauvres et les plus vulnérables, qui en ont le plus besoin. De plus, la protection sociale est un investissement, dans le sens où elle contribue à des sociétés plus productives et avec un meilleur bien-être social. Enfin, je reçois beaucoup de notifications, excusez-moi. Enfin, les récentes crises auxquelles nous avons fait face ou auxquelles nous faisons face, telles que la crise sanitaire ou la crise énergétique, mais également les défis croissants liés à la démographie et au changement climatique, par exemple,
renforce l'importance d'avoir et de développer des protections sociales pertinentes et solides. C'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle la protection sociale est au centre des ODD, tout en haut de l'ordre du jour politique nationale et internationale. Pour conclure sur ce point, la protection sociale est un sujet crucial partout, mais peut-être encore plus dans les pays à bas revenus pour au moins deux raisons. Tout d'abord, parce que souvent la part de la population pauvre ou vulnérable est plus importante dans les pays à bas revenus, et comme on va le voir dans les diapos à venir, et également parce que dans ces pays, les systèmes de protection sociale doivent être étendus et plus financés. Et d'ailleurs, dans ce graphique, on peut voir que la part de la population couverte par au moins un programme de protection sociale dans les pays à bas revenus, donc c'est en orange foncé, excusez-moi, vous ne voyez pas la diapo, je suis désolé, mais croyez-moi sur parole, la part de la population couverte par les programmes de protection sociale dans les pays à bas revenus est bien en dessous de celle des pays de l'OCDE. Et plus le revenu est bas dans le pays, moins de personnes sont couvertes par ces systèmes de protection sociale. Et ce commentaire s'applique à tous les domaines de protection sociale. Au-delà de la question de la couverture, les dépenses publiques en matière de dépenses publiques de protection sociale dans les pays à bas revenus est modeste. Par exemple, cela représente plus de 20% du PIB dans les pays de l'OCDE et seulement 5 à 10% dans les pays à bas et moyens revenus et encore en dessous des 5% du PIB dans les pays à bas revenus. Par conséquent, les dépenses publiques sur la protection sociale est trop basse pour répondre correctement aux besoins en matière de protection sociale dans les pays à bas revenus. Les recettes supplémentaires nécessaires pour combler les lacunes en matière de financement de protection sociale est très important. Cela représente au moins 5% du PIB dans les pays à bas et moyens revenus et même 16% du PIB dans les pays à bas revenus. Pour conclure, pour réduire ces inégalités est crucial dans ces pays de point de vue des compensations, de la qualité des services et de la couverture de la population. Alors, comment combler ces écarts? Eh bien, c'est au centre du projet que nous avons développé à l'OCDE avec le soutien de la coopération suédoise. Ce projet s'appelle Financer la protection sociale à travers des réformes fiscales. Pour être un peu plus concret sur ce projet, nous avons un cadre qui explore 5 stratégies pour le financement de la protection sociale. Les 5 options de financement dont j'ai parlé apparaissent maintenant sur la diapo. La première concerne la manière d'augmenter les recettes fiscales générales. La deuxième, améliorer le rôle des contributions à la sécurité sociale. La troisième possibilité, renforcer le fonctionnement de l'économie formelle. Quatrièmement, comment limiter l'évasion sociale et fiscale. Enfin, comment et dans quelle mesure les travailleurs informels qui ont la capacité de le faire peuvent contribuer à la protection sociale. Ces 5 options sont liées également à des difficultés, notamment en matière de gouvernance ou les approches liées aux opportunités de la numérisation, mais ces options se basent bien sûr sur des contextes spécifiques au pays. Plus précisément, afin de développer l'analyse de ces 5 options, nous prenons en compte les caractéristiques socio-économiques des pays concernés et plus particulièrement les caractéristiques de l'économie informelle dans ces pays. Nous prenons également en compte l'organisation et le fonctionnement du système fiscal d'un côté
et celui de la protection sociale d'un autre. Ce projet est très spécifique au pays et nous le développons avec et pour les parties prenantes nationales et les autorités avec lesquelles nous travaillons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour aller plus loin, l'analyse quantitative et qualitative que nous développons dans ce projet se base sur des données internes, par exemple des données sur l'informalité ou les recettes fiscales, mais aussi sur des outils d'analyse internes. Par exemple, si on considère la première option de financement dont je parlais, augmenter les recettes fiscales, cette option est analysée à travers un outil construit sur 4 modules successifs que vous pouvez voir à gauche de l'écran. Le premier permet des comparaisons entre les pays avec une comparaison de benchmark avec des pays pairs. Le deuxième module, prochaine diapo, offre un menu de mesures fiscales adaptées au pays en question, alors que le troisième module fait une évaluation de ces mesures fiscales selon une série de critères d'évaluation. Enfin, le module 4 offre des estimations de potentielles recettes à partir d'un modèle et à partir de mesures spécifiques identifiées dans le module 3. Je m'arrêterai sur ce point pour cet aperçu du projet de financement de la protection sociale. Nous avons eu le plaisir de travailler dessus avec le Sénégal et nous lançons des collaborations avec d'autres partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Je saisis cette occasion pour remercier nos bailleurs de fonds, prochaine diapo, pour leur soutien et le soutien à notre travail et nos projets liés à la fiscalité et plus particulièrement le SIDA pour ce projet. Je m'arrêterai sur ce point. Merci et je vous redonne la parole, Céline. Merci beaucoup, Antoine. Je vais maintenant donner la parole à Pablo Suarez Robles, économiste du Centre de développement de l'OCDE. Il va nous donner un aperçu de la manière dont on peut étendre la protection sociale pour les travailleurs informels. Je pense que c'est moi qui vais faire défiler les diapos, mais vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup Céline, chers collègues, de m'avoir invité dans cette session si importante et de me donner l'occasion de présenter le travail réalisé par l'OCDE et son centre de développement plus particulièrement. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Je vais essayer de respecter les contraintes de temps, mais n'hésitez pas à me couper si je dépasse le temps alloué. Cette présentation va porter sur l'extension de la protection sociale et plus précisément l'assurance sociale pour les travailleurs du secteur informel. Au Centre de développement de l'OCDE, nous avons la chance de compter sur une nouvelle base de données, la base de données Kibi. Ce sont des indicateurs clés de l'informalité en fonction des individus et de leur ménage qui compilent des informations non seulement sur l'informalité, mais également d'autres aspects importants et intéressants, notamment la protection sociale sur toute une série d'économies en développement émergentes. À partir de ces données, on a pu observer que l'écart est assez bas entre ces économies, notamment en Afrique subsaharienne, où la plupart des économies bas revenus se trouvent. On voit également un écart important en matière de couverture pour les travailleurs du secteur informel. En moyenne, on observe que 37% des pays, donc 37% des travailleurs du secteur informel, sont couverts par les programmes de protection sociale, contre 70% pour ceux du secteur formel. On voit que ces écarts sont dus au système et régime contributif. Moins de 10% des travailleurs bénéficient de ces régimes, ce qui contraste avec les travailleurs du secteur formel à plus de 40%. On ne voit pas un lien direct entre la couverture
à ces régimes contributifs et le statut formel ou informel. Cela dépend beaucoup des régions pour le moment. Dans certaines régions, on observe que les travailleurs du secteur formel bénéficient plus d'assistance, mais c'est également le cas inverse dans d'autres régions. En Afrique subsaharienne notamment, on voit qu'il y a une corrélation forte entre l'informalité et la pauvreté. Et lorsque les programmes d'assistance sociale, eh bien, souvent, ils bénéficient plus aux travailleurs du secteur informel. Maintenant, les régimes contributifs. Nous savons toutes et tous que l'assurance sociale est une couverture principalement pour les travailleurs du secteur formel, puisqu'il est plus facile d'identifier une relation d'emploi entre l'employeur et les travailleurs. Et pour les employés du secteur formel, on reçoit souvent des salaires réguliers et il y a des contributions qui peuvent être partagées entre les travailleurs et les employeurs. Ce que l'on observe donc, c'est que les régimes contributifs ne sont pas atteignables pour les travailleurs de l'économie informelle. Cependant, certains d'entre eux ont quand même accès à ces régimes contributifs et il est important de comprendre de qui il s'agit et quel est leur profil. À partir des données reçues, on peut voir que chez ces travailleurs informels, les régimes contributifs touchent ceux qui sont les plus aisés. C'est logique puisque ce sont eux qui ont des capacités à contribuer. Par exemple, en moyenne, entre les pays sondés, seuls 5% des travailleurs informels sont couverts par cette assurance, alors que plus de 20% de ceux qui sont plus aisés sont couverts. Il est important également de noter, mais ce n'est pas si surprenant, que l'accès à l'assurance sociale est plus important dans les régions urbaines, où ils ont accès à l'information, l'infrastructure et les services. Les services sont plus accessibles. On observe également dans les régions urbaines une prévalence plus importante d'emplois et de salaires réguliers. Tournons-nous maintenant vers la question au cœur de cette présentation, étendre la protection sociale aux travailleurs informels. Il est important ici de commencer en se penchant sur le statut d'emploi des travailleurs informels. L'économie formelle comprend beaucoup de choses. Au Sénégal, on peut atteindre des 80 ou 90% de la population employée et il est important de comprendre qui sont ces personnes. Il y a une grande hétérogénéité dans le secteur informel et différents statuts d'emploi. À partir de ces données, on observe que les statuts d'emploi principaux sont notamment les indépendants et les employés, donc des situations très différentes. Pour les employés, il y a la possibilité de faire des copaiements, un paiement partagé, côté employeur et côté employé. C'est une option importante à explorer, mais pour les travailleurs indépendants, il n'y a pas d'option de copaiement et souvent ces personnes font face à des taux de contribution élevés, difficiles à payer pour eux. Le défi ici est de trouver des manières d'offrir des contributions abordables. Il existe plusieurs options et on verra dans un instant quelques exemples pays. Par exemple, une augmentation graduelle des contributions. On pourrait commencer avec une réduction du taux de contribution. Et alors que les indépendants continuent à améliorer leur situation financière, alors le taux de contribution peut augmenter de manière progressive jusqu'au niveau standard. Une autre option serait également des subventions de la part du gouvernement pour financer les contributions à la sécurité sociale. Cela peut avoir un coût assez élevé et cela nécessite donc un ciblage précautionneux en donnant bien sûr la priorité à ceux qui sont le plus dans le besoin, probablement des personnes plus impactées par la pauvreté, la vulnérabilité. Une autre option serait d'ajuster les niveaux de contribution au niveau de revenu. Plutôt que d'avoir un taux de contribution unique qui s'applique à tout le monde, on pourrait réfléchir à différents taux de contribution selon le revenu. Plus le revenu est bas, ou plus le bénéfice est bas, moins les taux de contribution sont élevés.
Un autre point intéressant également concerne les ariétés en matière de contribution. Nous savons que dans le secteur informel, et notamment pour les indépendants, les gains et revenus peuvent être très irréguliers. Il n'y a donc pas toujours la possibilité pour eux de payer leurs contributions. Et donc, si si le système est trop strict, il y a un risque d'exclusion de ces personnes de la couverture en matière de sécurité sociale. Et donc, l'idée ici serait de mettre en œuvre différents outils ou mécanismes afin de maintenir ces personnes dans le système social et même faire revenir des personnes qui étaient couvertes par le passé et qui n'ont pas eu le choix que de quitter le système. Ça peut être des plans de paiement, des moratoriums ou l'annulation de taux d'intérêt ou d'amende. Prochaine diapo. Je l'ai dit rapidement, les capacités contributives, c'est un sujet très important et cela nécessite de regarder la distribution des travailleurs informels selon les classes. Ce n'est pas surprenant de voir que les travailleurs informels sont la plupart du temps pauvres ou quasiment pauvres. Et pour ces individus, il n'y a pas de capacité de contribution ou des capacités très basses. Pour ces individus, la solution est probablement d'offrir des subventions gouvernementales ou des contributions d'employeurs lorsqu'ils sont employés. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, certains travailleurs informels sont dans une situation financière bien meilleure et la proportion de ces travailleurs n'est pas négligeable dans certains pays. Ces individus ont des capacités contributives et il est possible pour eux de rejoindre des régimes non subventionnés. À part cela, il faut également réfléchir à des manières alternatives d'étendre l'assurance sociale aux travailleurs du secteur informel. Un sujet important serait notamment de regarder la dimension des foyers avec la base de données Kibi. Cela permet de regarder l'informalité non seulement au niveau individuel, mais également au niveau du foyer. Ce n'est pas la majorité des cas, mais dans certains foyers, des travailleurs informels vivent avec d'autres membres de leur foyer employés formellement. Il serait donc possible pour cette personne d'avoir une couverture indirecte par l'assurance sociale à travers cet autre membre employé formellement. Les points, selon moi, importants à mentionner concernent les bénéfices ou avantages sociaux. Dans le marché du travail, il peut y avoir beaucoup de transactions et des allées et venus entre les statuts. On peut passer d'être salarié à indépendant et vice-versa. Fois qu'un individu passe d'une situation à l'autre, il y a un risque d'exclusion de la protection sociale. Il faut donc réfléchir à des mécanismes pour s'assurer qu'il y ait un minimum de portabilité entre les différents statuts pour éviter cette exclusion de ces individus. Quelques exemples pays. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a de nombreux exemples. En Algérie, par exemple, le Fonds national de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants permet aux nouveaux d'augmenter graduellement les contributions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, alors qu'ils formalisent leurs activités durant une période de 3 ans. Situation similaire en Uruguay, avec le régime simplifié monotributo, très connu. Un des aspects importants, comme pour l'Algérie, c'est la possibilité de commencer à contribuer à un taux réduit et de augmenter le taux graduellement sur une période de 4 ans. Je peux également mentionner le Costa Rica, un cas intéressant, et notamment grâce à des subventions du gouvernement qui ciblent les travailleurs à capacité de contribution basse. Ainsi, ils ont pu augmenter la couverture des indépendants pour l'assurance santé et la retraite.
le but étant de rendre ces assurances plus abordables pour les travailleurs du secteur informel. Enfin, la Mongolie a fait passer une loi récemment, en 2020, sur le repaiement des premiums d'assurance retraite. Elle permet aux travailleurs indépendants de repayer les arriérés. Ils ont la possibilité notamment de rembourser à un taux de 10% du salaire minimum. Et maintenant, je vais donner la parole à notre panéliste du Sénégal. On commencera avec Aminata Sow. Elle est directrice du directorat général de la protection sociale et de la solidarité nationale liée au ministère du développement communautaire, la solidarité nationale et l'équité sociale et territoriale. Aminata va faire sa présentation en français, donc pour les non-francophones, merci d'utiliser l'interprétation anglais. Vous avez le bouton en bas de votre écran. Elle va nous donner un aperçu des défis en matière de financement de protection sociale actuelle au Sénégal. Aminata. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'OCDE pour avoir bien voulu associer le Sénégal à cette importante conférence pour partager son expérience sur le financement de la protection sociale. Là, nous allons vous faire une présentation articulée autour de 3 points. Dans un premier temps, nous allons parler du contexte. D'abord, ensuite, nous allons parler de l'état des lieux du financement de la protection sociale. Et nous allons terminer par les défis du financement durable de la protection sociale au Sénégal. En ce qui concerne le contexte, il est important de noter qu'il y a un changement de paradigme, que la protection sociale est maintenant considérée comme un droit humain. Ce n'est plus un luxe. L'autre élément de contexte, c'est la forte volonté politique de l'État du Sénégal, qui a érigé la protection sociale en rang de priorité en l'inscrivant dans le plan Sénégal émergent, qui est le seul référentiel des politiques publiques au Sénégal. L'autre élément de contexte, c'est l'existence d'une stratégie nationale de protection sociale qui est bâtie autour du cycle de vie et qui vise l'horizon 2035, avec comme vision disposer d'un système de protection sociale inclusif, solidement ancré dans la culture nationale et garanti par l'État à travers des lois. Ce qu'il faut remarquer aussi dans le contexte, il y a une extension de la protection sociale et l'État, face à ce défi, a mis en place de nouveaux instruments à côté de celui traditionnel, la sécurité sociale. C'est pour bâtir un système national de protection sociale inclusif, résilient, mais également durable. Un dernier élément de contexte, c'est l'articulation du système de protection sociale autour de 2 régimes, le régime contributif et le régime non contributif. Le régime contributif qui comprend 2 volets, l'obligatoire, le volontaire. L'autre, le régime non contributif, qui est composé de programmes ciblés et de programmes non ciblés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, nous en venons à l'état des lieux pour le financement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une structure de financement qui est basée sur les cotisations sociales pour ce qui est du régime contributif et l'État pour ce qui est du régime non contributif. Il est également à noter un déficit de financement chronique, mais malgré les importants efforts qui sont consentis par l'État au cours de ces dernières années, nous allons y revenir. Il y a également une évasion sociale qui est de plus en plus accentuée. Il y a également à noter une faible contribution de l'économie informelle. Vous savez qu'au Sénégal, l'économie informelle renferme 97% des unités économiques. Donc, ce qui n'est pas négligeable, en tout cas, pour son impact dans le financement de la protection sociale. Mais également, il y a une évolution constante du financement des programmes d'extension de protection sociale. Et pour cela, nous donnons l'exemple du programme national de bourse de sécurité familiale, qui est un filet social basé sur le transfert de cash conditionné, un transfert de cash conditionné, et qui est destiné aux ménages qui sont dans l'extrême pauvreté. Entre 2023 et 2024, le budget est passé de 58 millions de dollars à plus de 86 millions de dollars, ce qui fait une augmentation de 45%.
ce qui montre une forte volonté, en tout cas de l'État du Sénégal, à renforcer le système de protection sociale. À côté aussi, nous avons une forte augmentation des dépenses de protection sociale. Vous voyez dans le tableau que nous vous proposons, les dépenses sont passées de 277,5 millions de dollars à 546 millions de dollars, ce qui fait un montant qui est multiplié par 2 entre 2010 et 2021. Maintenant, nous allons passer au point suivant, les défis du financement de la protection sociale. Nous avons 3 défis pour le financement de la protection sociale. C'est la durabilité, c'est l'adéquation, c'est la gouvernance. Nous allons revenir en détail dans chacun de ces défis. Par rapport au défi de la durabilité, il faut noter que malgré l'effort de l'État, la contribution des partenaires au développement reste importante. Mais cette contribution suit une évolution en dents de scie, ce qui ne permet pas de garantir les acquis en matière de protection sociale. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que il y a un développement des programmes non contributifs qui sont financés par l'État. Mais à ce niveau, la question se pose, la question de la soutenabilité des dépenses se pose. Donc, ce qu'on donne comme recommandation, c'est de financer la protection sociale à travers des réformes budgétaires et fiscales. Et les ressources des partenaires au développement vont venir en complément pour garantir la durabilité du financement de la protection sociale. L'autre défi, c'est l'adéquation du financement pour permettre de concilier le niveau de financement avec la volonté du gouvernement d'étendre la protection sociale. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le niveau des ressources attendues pour une mise en œuvre correcte de la SNPS n'est pas atteint. Il est également à noter que l'effort consenti sur la richesse nationale pour financer la protection sociale est en deçà, en tout cas, des attentes. Car dans la stratégie nationale de protection sociale, il est attendu une contribution de 7% du PIB, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 2,35%. C'est ce que Antoine disait tantôt dans sa présentation. Donc, on a un gap qui est assez important. Et pour assurer un financement durable et adéquat de la protection sociale au Sénégal, il est important de créer un espace budgétaire conformément à l'étude effectuée par le gouvernement, par l'État du Sénégal, j'allais dire, avec l'appui de l'organisation, le BIT, l'Organisation internationale du travail. Le dernier défi, c'est la gouvernance du financement, qui pose la question de l'exhaustivité, de l'efficience des dépenses et de la qualité de la prestation. Nous remarquons que les dépenses de protection sociale sont difficiles à estimer à cause, d'une part, de l'éclatement des acteurs, mais également au manque de visibilité chez certains acteurs, tels que les collectivités territoriales et les ménages. Et d'autre part aussi, nous avons l'absence d'une nomenclature budgétaire spécifique aux actions de protection sociale. Et pour pallier à cela, il y a une nécessité de mettre en place un organe chargé d'optimiser le financement à travers la régulation du système de protection sociale par l'affectation des ressources. Et là, sur les défis, pour cela, il y a eu une étude qui a été menée en collaboration avec l'OIT, j'en ai parlé au niveau des précédentes diapos. Et cette étude a dégagé plusieurs options de financement. Et là, nous vous présentons 8 options de financement qui ont été retenues dans cette étude sur le financement de la protection sociale Sénégal. Et parmi ces 8 options de financement, 3 ont été recommandées pour le Sénégal et qui sont d'application beaucoup plus facile. La première option, c'est les réaffectations des dépenses publiques. Nous allons revenir en détail sur ça. La deuxième option, c'est l'augmentation des recettes fiscales. La troisième option, c'est l'extension de la couverture de la sécurité sociale par l'augmentation de la contribution des bénéficiaires. Par rapport à la première option, des recommandations étaient faites. Par exemple, la réallocation des ressources dédiées à la gratuité des soins de santé. Au Sénégal, nous avons beaucoup de gratuité de soins de santé. Nous pensons que la réallocation, dans cette étude, en tout cas, il a été recommandé une baisse de ces gratuités pour permettre de financer la protection sociale.
L'autre recommandation, c'est la contribution des collectivités territoriales. C'est une contribution qui est très attendue et au Sénégal, les collectivités territoriales sont en train d'être sensibilisées parce qu'elles sont associées aux ateliers que nous organisons pour sensibiliser sur la pertinence, sur l'obligation même, j'allais dire, d'intégrer dans leur budget des dépenses de protection sociale. L'autre aussi recommandation dans toujours cette option, c'est la réaffectation des dépenses publiques. Par exemple, les subventions au carburant qui bénéficient aux personnes qui sont riches, qui ne sont pas dans l'extrême pauvreté, qui ne sont pas dans la vulnérabilité ou qui ne sont pas dans la pauvreté. Là, nous allons venir à la deuxième option, l'augmentation des financements, des recettes fiscales à travers les mois suivants. J'espère que je n'ai pas encore dépassé le temps qui est imparti. Là, il y a des recommandations. Il y a certaines recommandations, par exemple, l'élimination des dépenses fiscales en faveur des entreprises. Il y a beaucoup d'exonérations. Il est recommandé de diminuer ces exonérations et les recettes vont être versées dans le financement de la protection sociale. Également, une autre recommandation, c'est l'amélioration de l'efficience de l'administration fiscale à travers la digitalisation, en tout cas de la procédure fiscale pour augmenter les recettes. Également, une recommandation pertinente dans le contexte actuel, c'est la contribution des royalties du pétrole et du gaz. Vous êtes sans savoir que le Sénégal est en phase, va bientôt exploiter ses ressources pétrolières et gazières. Donc, il est important qu'une partie de ces ressources soit allouée au financement de la protection sociale. La dernière option, dans la dernière option, il y a la recommandation d'une contribution des ménages à la couverture maladie universelle. Là, nous pensons à un ticket modérateur d'un montant qui est symbolique et qui va permettre de contribuer au financement de la protection sociale. Également, l'extension de la pension aux actifs de l'économie informelle. Là, à ce niveau, il faut signaler que le Sénégal a commencé la phase pilote avec les artisans dans le cadre du régime simplifié du petit contribuable. C'est important de signaler. Maintenant, en conclusion, nous allons dire qu'il est important, il est nécessaire même, j'allais dire, que des réformes fiscales et budgétaires soient engagées et que également que les collectivités territoriales, les populations et les entreprises contribuent au financement de la protection sociale pour assurer la durabilité et la pérennité. Mais aussi, il faut signaler que le gouvernement a entamé le processus pour la mise en place de la caisse de protection sociale universelle, la caisse autonome, la CAPSU. Et également, il y a un projet de loi sur le financement de la protection sociale qui est à un stade avancé, qui a été adopté en Conseil des ministres le 21 février et qui suit en tout cas, le processus afin d'avoir une affectation des recettes fiscales à la protection sociale. Voilà la présentation que je voulais partager avec l'ensemble des participants. Je vous remercie de votre aimable attention et reste attentif aux questions que vous souhaiterez poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. C'était très intéressant. Je vais repasser désormais en anglais pour le reste de la session. So thank you very much, Aminata. Merci beaucoup, Aminata, pour cette présentation très intéressante sur les perspectives et les défis rencontrés pour le financement de la protection sociale au Sénégal. Je vais maintenant passer la parole à Bassirou Sarr, qui est conseiller technique du ministère de la Finance, et nous sommes ravis que vous soyez ici avec nous pour nous parler des perspectives et la question difficile du financement de la protection sociale au Sénégal. Bassirou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Céline, et merci aux organisateurs de ce forum très intéressant et très utile. J'aimerais faire un commentaire à Aminata, qui est bon partenaire du ministère de la Finance, avec qui j'ai travaillé très souvent sur des réformes avec la Banque mondiale également. Merci beaucoup, Aminata, pour cette présentation et je suis ravie de savoir que ce projet de loi est en cours. Après l'intervention d'Aminata, je vais rentrer dans les détails pour certains aspects et puis partager nos
la réflexion sur le financement de la protection sociale au Sénégal et puis également parler de 2 points principaux, la source du financement et puis des options de réforme qui fera référence au point d'Aminata. Mais avant, je pense qu'il serait très utile de se rappeler des questions fondamentales que nous faisons face au Sénégal pour le système de bénéfices et du système fiscal. Nous parlons de la morale des impôts, donc la motivation des contribuables d'être conformes aux exigences, et ceci revient à l'efficacité du gouvernement et des dépenses dans beaucoup de secteurs. Pour le Sénégal, le système de protection sociale est lié à 2 choses. Les questions dont Aminata parlait, et puis deuxièmement, le système sanitaire. Dans tous ces domaines, il faut avoir plus d'efficacité dans les dépenses et plus de visibilité des actions du gouvernement. Ceci pourrait encourager les contribuables à se conformer. Ensuite, le partage d'informations avec nos citoyens pour savoir où va leur revenu et puis comment qualifier pour le système de bénéfices. Il faut ensuite mettre en place des investissements afin de pouvoir revoir qui contribue, où les revenus vont et puis ce qu'il faut avoir en termes de bénéfices pour le système de santé. Par exemple, les bénéfices doivent s'appliquer à tout le monde. Nous souhaitons avoir 15% pour le financement de la protection sociale. Il faut financer cette hiérarchie du système sanitaire, mais les collectivités locales, en fait, ne contribuent que 1% de ce financement, ce qui est lié à leur capacité. La capacité du gouvernement local est très bas, mais en fait, ils ont accès aux sources de revenus plus stables, mais ceci revient aux faiblesses de l'administration fiscale sur lesquelles il faut travailler également. Encore une fois, en termes du réaffectement des dépenses, en tant que pays, nous devons travailler sur 3 domaines principaux. D'abord, l'accès et la qualité. Et je pense que les avantages pour les citoyens de participer dans le système de santé ou dans les régimes d'assurance, mais il faut qu'ils comprennent les bénéfices, car à moins de voir les bénéfices, ils ne sont pas encouragés d'y adhérer pour financer la couverture de santé universelle. Il faut également définir une nouvelle enveloppe de bénéfices pour les citoyens. Et je crois que tout ceci pourrait être atteint en s'assurant de devenir plus efficace au niveau des dépenses dans le système de santé. Aminata et leur équipe font du très bon travail, mais c'est un système qui fonctionne très bien. L'année dernière, ils ont répandu cette couverture à 1 million de personnes. Dans le pays, il faut investir dans un système afin de savoir qui est en dessous du seuil de pauvreté et puis qui pourrait qualifier pour cette protection. C'est très dynamique. Il y a des personnes qui tombent en dessous du seuil de pauvreté ou qui remontent au-dessus du seuil tous les jours. Donc, il faut vraiment avoir un système pour s'assurer de savoir qui est le plus vulnérable et qui nécessite cette protection. Et ceci étant dit, l'autre point pour le réaffectement, c'est du côté des subventions. Aminata en a parlé, mais de façon plus détaillée, il y a 2 ans, nous avons publié une feuille de route où nous avons souligné les subventions d'ici 2025. C'était 1% du PIB. Au Sénégal, c'était 1,7% du PIB, donc c'est beaucoup quand même. Mais ce faisant, nous avons consolidé notre budget vers l'objectif de 3%, mais en même temps, nous avons besoin de plus de place pour que le gouvernement puisse renforcer le système existant. L'idée est de
de s'assurer que pour les subventions, nous pouvons identifier les ménages qui sont au niveau plus bas pour percevoir quelque chose de plus conséquent pour renforcer ce système de protection sociale. Donc, c'est une autre façon de financer ces ménages. Du côté des impôts, depuis 2020 au Sénégal, nous avons publié notre stratégie de recettes mi-terme. Je crois que nous sommes un des premiers à le publier. J'ai eu le plaisir de participer au groupe qui l'a établi. Et la réflexion générale était de s'assurer d'avoir un plan de développement national qui établit nos investissements, notre stratégie, etc. Mais nous avions besoin de quelque chose d'autre du côté des recettes. Et nous avions le NTRS qui se concentre principalement sur les réformes qui sont à la marge du système fiscal. Il y a 3 composantes clés, dont les investissements numériques, comme Aminata l'a dit, ensuite les ressources humaines qui doivent administrer ce système fiscal. Ça revient à la conversation de tout à l'heure, et puis la politique fiscale. Et cette question des dépenses, si vous lisez le rapport du FMI, c'est un sujet qui revient très souvent. Il faut s'assurer de réduire les dépenses fiscales et de réaffecter ces montants sur des domaines comme la protection sociale. Juste quelques points sur lesquels Aminata a touché. Pour utiliser les pétrole et gaz pour financer le système de protection sociale, il y a des limites quand même, car le pétrole et le gaz, tous ces développements se dirigent vers des investissements, donc des investissements en termes de CAPEX pour le système de protection sociale serait éligible. Mais je ne pense pas que ce soit permissible dans la loi de faire des transferts de ces recettes. Donc, je vais m'arrêter là. Céline, je vous redonne la parole. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Mais merci d'avoir organisé ce forum si utile. Merci beaucoup, Passaro. C'était une présentation très intéressante. Merci pour ces réflexions. Je ne vais pas dire grand-chose car nous avons un dernier orateur, Anders Gardin, de l'Agence de coopération au développement suédoise qui nous fera des propos de conclusion. Donc, merci Anders, vous avez la parole. Merci. Merci à tous les autres orateurs. Pour nous, il est clair que le développement social et le développement économique sont mutuellement corrélés et se renforcent, même s'ils ne sont pas nécessairement parallèles. Mais le développement social peut favoriser le développement économique et vice-versa. Et c'est le point de départ pour cet intérêt dans ces projets, car, comme nous l'avons déjà entendu de la présentation du Sénégal, c'est un sujet complexe, avec des politiques très complexes, avec ce renforcement mutuel, mais il est également important de savoir quels sont les besoins court terme et quelles sont les conséquences dans le long terme ou les opportunités dans le long terme. La protection sociale est un investissement essentiel dans les personnes. Et Antoine a fait une présentation là-dessus, mais il est important de garder en tête qu'il ne s'agit pas seulement de la prévention de crise, mais également de donner un accompagnement aux personnes durant toute leur vie, ainsi que sur le marché de travail. Nous pensons qu'il est important de garder en tête que pour promouvoir la croissance, il faut investir dans les personnes et le capital humain, ce qui pourrait
impliquer un renforcement de capacité pour donner des ressources en termes d'imposition et de fiscalité, pour avoir d'autres opportunités également d'investir dans les personnes. Ceci crée un cercle vertueux avec des opportunités différentes. Et il y a des défis structurels et on en a entendu parler avec l'économie et le Centre de développement publié un rapport en janvier sur l'économie informelle que je vous recommande vivement, qui souligne les liens entre les compétences, le manque de compétences et l'informalité. Dans le financement de la protection sociale, il faut faire une distinction entre l'investissement dans les personnes pour qu'elles puissent devenir formalisées et puis le besoin d'avoir des impôts maintenant. Ceci fait partie de notre compréhension de durabilité, de pouvoir construire une feuille de route pour partir de cette situation-là vers une situation où vous avez l'emploi complet. Il y avait une étude en Suède sur le système de protection sociale de la Suède pour souligner le besoin d'avoir l'emploi complet et d'avoir un système de protection sociale complet également pour le plein emploi. Et puis, il y a des personnes sans protection sociale. Donc, il y a vraiment un besoin. Les pays à faible revenu exigent 7% du PIB pour atteindre ce seuil de protection sociale qui est une protection de base. Donc, il est important d'avoir une compréhension très claire pour savoir comment nous arriverons à ces 16% et pour que ce soit durable dans le temps et pérenne. Il faut être moins dépendant du financement externe et dépendre plus du financement interne. Je pense que cela fait partie de notre approche pour comprendre comment nous pouvons renforcer le financement national à travers les investissements dans les personnes et puis également de renforcer notre système fiscal pour aborder l'évasion fiscale et d'autres défis financiers, d'impliquer les personnes qui gagnent plus et les contribuables, car beaucoup payent cette protection sociale de leur poche. Donc, une des questions clés que nous devons aborder est de savoir comment créer une solidarité, une volonté de payer pour les autres. Ceci a été couvert partiellement par la session d'hier sur la morale fiscale, mais nous devons comprendre ces questions beaucoup plus et c'est pour cela que nous sommes vraiment passionnés par ce projet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans différents pays avec des points de départ différents, avec des niveaux de développement différents, afin de comprendre mieux quelles sont les feuilles de route dans chaque situation pour accompagner les pays qui en ont besoin afin de créer un financement durable avec un développement social où la protection sociale est un élément clé. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous nos orateurs aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le projet. Nous avons travaillé avec le Sénégal, nous avons d'autres pays également dans le tuyau et nous pouvons également prendre de nouveaux pays s'il y a un pays intéressé